Introduire le sujet de notre rencontre de ce matin, j'ai pensé qu'il était juste, au regard de l'enjeu que constitue pour nous et pour vous certainement cette opération que nous avons entamée depuis quelques jours, qui consiste à ramener les populations déplacées des villages de la région de Difa. Je pensais qu'il était juste, au regard de ces enjeux, que je m'adresse à vous personnellement pour vous dire combien cette opération, justement, au regard de ces enjeux, est importante et combien nous y accordons de l'intérêt et combien surtout aussi également par conséquent nous souhaiterions que vous nous accompagniez de façon conséquente. Ces populations déplacées et réfugiées dans la région de Difa se montent à presque 300 000 personnes. Ce mouvement de population a été, vous vous souvenez, provoqué par les agissements de l'organisation terroriste Boko Haram, apparu au Nigeria quelques années auparavant, mais arrivé au Niger au début de l'année 2015. À cette période également, ces agissements sur le territoire du Nigeria avaient revêtu une telle acuité que cela avait provoqué de déplacements massifs de populations de la zone frontalière qui sont venus se réfugier sur le territoire du Niger. Et depuis lors, pour ceux d'entre vous qui ont visité la zone, on peut se rendre compte qu'en quittant la ville de Mainé pour aller à Ningimi, tout le long de la route nationale 1, que nous l'appelons, vous avez de part et d'autre de la route des camps de réfugiés qui s'étirent tout le long de la route jusqu'à Difa, jusqu'à Kablewa, non loin de Ningimi. Ça s'arrête un tout petit peu et ça reprend à Ningimi parce que ces dernières années, malheureusement, nous avons eu de nombreuses personnes déplacées autour de la ville de Ningimi également. Ce sont des populations qui ont vécu jusqu'à présent dans les conditions très difficiles de personnes qui ne peuvent rester là que par l'assistance qui peut leur être apportée par le gouvernement et le système international, le système humanitaire international. Nous nous efforçons les uns et les autres à faire en sorte qu'ils puissent disposer des services de base en termes de délivrance, de soins, disponibilité des écoles, de l'eau, de la nourriture bien sûr, mais évidemment que ce sont des conditions extrêmement difficiles. Ce sont surtout des conditions qui ne préparent aucun avenir. Les populations qui sont venues du Nigeria, leurs enfants étaient dans un système scolaire dont la langue d'enseignement était l'anglais. Ils se retrouvent au Niger. Si les enfants sont scolarisés, ils le seraient en français. Pour bon nombre d'entre eux, certainement que cela a pu être bien problématique, voire même impossible. Et pour les enfants nigériens qui viennent de nombreux villages tout le long de la Komadougou et même plus au nord malheureusement, sur cette
distance que j'ai indiquée de Mainé-Soroa jusqu'à Ningimi, presque l'essentiel vraiment à cet égard de la région de Difa. Les services sont ce qu'ils sont. Je voudrais reconnaître le mérite du système des Nations Unies, du système humanitaire international. Je voudrais reconnaître le mérite de chacun des États qui ont contribué à la prise en charge de ces populations dans des conditions très difficiles au départ, mais votre réponse, notre réponse commune avait été vigoureuse, rapide, conséquente. Je me souviens surtout de nos grands défis de l'année 2016, en cette période précisément, la grande attaque contre la ville de Bosso qui avait provoqué les grands mouvements qui ont justement qui ont amené ces populations là où elles sont, date de l'attaque du 3 juin 2016. C'est au cours de ce mois de juin 2016 que la plupart des personnes de la région, du département de Bosso se sont déplacées pour se retrouver le long de la RN1. Et je me souviens toujours de la grande mobilisation dont nous avons pu témoigner, qui dénotait justement l'efficacité de votre intervention, de notre intervention commune. Nous avons stabilisé cette situation à l'époque. Notre réponse avait été prompte, efficace, mais bon, c'est une réponse ponctuelle à caractère humanitaire qui avait été une réponse pertinente pour le contexte et la demande pressante de prise en charge des populations sur le moment. Mais par la suite, évidemment, les choses sont devenues très difficiles parce que ces populations doivent vivre et aspirer à la plénitude de ce que signifie la vie. Or, depuis lors, les choses sont devenues très difficiles. Les écoles, si elles fonctionnent, elles ne fonctionnent pas comme on l'aurait souhaité. Les services de santé, s'ils fonctionnent, ils ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait. C'est donc une situation tout à fait précaire pour les populations qui sont en proie à de grandes vulnérabilités et qui aura duré, vous le voyez, 6 ans. Le pire dans cette situation, vous le savez également, nous avons eu l'habitude de vous le dire, c'est que c'est sans lendemain, c'est sans avenir. Les jeunes qui sont venus âgés de 13 ans, j'ai l'habitude de dire, avec leurs parents, qui étaient donc des enfants. 6 ans après, c'est des adolescents, c'est des jeunes de 19 ans qui ont vécu des expédients du cadre de vie marqué par la prise en charge justement humanitaire. Surtout, quel est leur avenir? Aucun, assurément. Et ce que nous avons constaté, c'est que ces enfants-là, à cet âge, se posent des questions et formulent leurs réponses eux-mêmes. Ça consiste à se débrouiller en versant dans le banditisme. Et donc, ils alimentent ce mouvement-là de banditisme qui prévaut dans cette région. C'est pourquoi vous aurez constaté que ces derniers temps, s'est développée cette espèce d'industrie du kidnapping qui consiste à demander aux populations à venir chercher leurs parents enlevés moyennant paiement de rançon. Ça, c'est l'activité la plus courante désormais et il faut craindre que ce soit l'activité qui soit le plus à la portée des jeunes qui ont vécu dans les camps, que ce soit des jeunes enfants de réfugiés ou que ce soit des jeunes enfants issus des déplacés justement nigériens. Cette situation ne saurait perdurer et c'est pourquoi, après avoir créé le rapport de force qui nous paraît désormais acquis sur le plan militaire et sur le plan de nos capacités à assurer la sécurité des villages, nous avons décidé de ramener les populations chez elles. Et aussitôt que nous avons fait cette proposition, les populations s'en sont saisies avec
beaucoup d'enthousiasme et nous ont pressés, depuis que nous avons commencé à en parler, de nous ramener chez elles. Et cette opération a commencé avec la ville de Baroua. C'est une vraie ville. Nous avons à ce jour ramené presque 5000 personnes en 4 jours. J'ai vu à la télévision les images de la ville désaffectée, désertée depuis 2015, où les bâtiments ont relativement bien tenu, les habitations ont relativement bien tenu, et les populations sont retournées avec beaucoup d'émotion dans leur village. Et le gouverneur me décrit les scènes tout à fait pathétiques auxquelles il a assisté quand les populations sont retournées chez elles. Elles ont senti une vraie délivrance. Et nous leur avons rendu un grand service comme ça, de les ramener chez elles. Et plusieurs personnes sont retournées avec leurs propres moyens. C'est vraiment une véritable fourmilière de voir ce flux incessant de personnes qui retournent par toutes sortes de moyens, les camions que nous avons mis à leur disposition, mais pas que cela, de véhicules, toutes sortes de véhicules de toutes les dimensions, mais aussi des charrettes, des animaux, des chevaux, des chameaux, etc., etc. Et si cette opération, qui est plus ou moins pilote du retour du village de Baroua, a réussi parce que nous avons créé de bonnes conditions d'accueil pour les villageois, que nous leur avons assuré la sécurité, que les choses sont passées comme nous les pensons, eh bien, ça va avoir un grand effet d'entraînement par la suite pour tous les autres villages. Pour le moment, la planification que nous avons faite, c'est de ramener les villages qui sont le long du goudron, à part Baroua, qui est assez au sud, relativement décalé par rapport au goudron. Et tous les autres villages, ce seraient les villages qui sont le long de la route bitumée et qui ont été abandonnés, plus ou moins désaffectés ces dernières années. C'est un phénomène qui a pris un certain temps le long de cette route, parce qu'au départ, l'insécurité, c'était surtout le long de la Komadougou, plus au sud. Mais ces dernières années, du fait des incursions, des bandits, des enlèvements, des extorsions, des assassinats, les villages tout le long de la RN1 se sont sentis en insécurité et il y a eu une tendance au déplacement, au mouvement de population qui sont venus à côté de Difa, qui se sont installés dans des conditions qui ont accru l'insécurité dans la ville de Difa et qui ont rendu cette ville particulièrement justement vulnérable. Donc si cette opération de Baroua réussit, c'est que le cas pour le moment, et nous prions Dieu que ça se confirme, que ça se continue, que ça se poursuive, nous aurons une situation qui va être relativement facile par la suite pour les autres villages. Et nous sentons un réel engouement en ce moment chez ces populations qui vont retourner en effet chez elles. Le programme actuel de cette phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la première phase, concerne les villages qui sont situés le long de la RN1, de la route nationale, la route bitumée, la route goudronnée, le goudron comme nous l'appelons. Et les autres phases vont concerner les autres villages où la problématique de la sécurisation est un peu plus délicate parce que ce sera le long de la Komadougou, dans la zone où derrière, justement, nous avons les bases de Boko Haram. Mais notre projet, c'est de faire ramener tous les villages à terme, Inch'Allah, et d'ici quelques semaines, nous aurons une vision plus nette encore, pourvu que nous réussissions la phase actuelle. Voilà les enjeux de cette phase. Ils sont doubles. D'abord, elle a une vocation un peu pionnière. Si ça réussit, ça va avoir un bon effet d'entraînement. Et la réussite, c'est la prise en charge de populations immédiatement sur tous les plans. Le plan de la sécurité, bien sûr, c'est qui est notre devoir à nous, État du Niger, mais aussi sur le plan social, faire en sorte que nous puissions délivrer tous les services de façon conséquente pour que les personnes se disent qu'après tout,
elles ont ce qu'il faut pour vivre. Nous avons expliqué aux populations qu'elles vivent dans des abris précaires. En revenant chez elles, elles auront des abris qui ne seront pas moins précaires que les abris dont elles disposent sur les sites où elles se sont fixées après s'être déplacées. Elles vivent du soutien humanitaire. Dans un premier temps, là-bas aussi, nous allons le leur assurer. Sauf que là-bas, elles peuvent immédiatement se livrer à des activités économiques dont elles vont vivre définitivement et qui leur permettront de se passer justement de l'assistance humanitaire. Nous avons fait coïncider ça avec l'installation de la saison de pluie et les populations qui vont se déplacer les prochaines semaines, les prochains jours, sont des populations qui seront en état de pouvoir s'aimer et s'occuper par conséquent de leur culture et de retourner à une vie totalement normale. Nous aurons une période de transition où elles auront besoin de notre assistance et c'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. J'ai tenu à venir vous le dire personnellement pour vous mobiliser et vous demander d'être à nos côtés pour réussir cette première phase, mais aussi vous préparer à être avec nous dans l'exécution des phases ultérieures. Voilà le message que j'ai voulu vous transmettre. Nous sommes très heureux de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous sommes en train de réaliser. Ces populations qui retournent vivent un véritable état de bonheur. Et voilà, nous, notre devoir, c'est de leur assurer la sécurité. Nous sommes en état de pouvoir le faire. Nous l'assurerons. Nous avons mis en place le dispositif qu'il faut à cet égard. Et nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. De façon subsidiaire, je voudrais aussi parler d'un autre sujet, un peu à propos d'une zone qui est un peu éloignée de Difa, c'est la région de Tawa. C'est la région de Tawa. Le gouvernement a décidé de démanteler le camp de Intikan. Il ne s'agit pas de camp, ce n'est pas un camp, c'est une ZAR, une zone d'accueil pour réfugiés. C'est un nouveau concept du HCR, peut-être même conçu à l'occasion des événements qui se sont passés au Mali à partir de 2012 et qui ont donné lieu à des déplacements de populations qui ont traversé les frontières pour se retrouver, qui au Burkina, qui au Niger, qui en Mauritanie et peut-être ailleurs. Les ZAR, les zones d'accueil pour réfugiés, sont prévues comme des dispositifs mis en place spécifiquement pour les populations nomades qui se déplacent avec leurs animaux et qui se retrouvent dans un pays qui n'est pas le leur. Il y avait une ZAR, qui avait été créée à l'ouest de Tassara, à Tézalit, que j'avais visité comme ministre de l'Intérieur à l'époque. Et cette grande ZAR de Intikan plus une autre ZAR, à l'époque, nous avons décidé qu'il fallait que les populations qui sont du côté de Tézalit, à l'ouest de Tassara, se déplacent pour venir à Intikan, qui est au sud-ouest de Tilia, et puis il y a une autre petite ZAR ailleurs dans Tilia, j'oublie le nom, à qui nous avons aussi demandé qu'elle soit déplacée et que les populations qui y sont se retrouvent à Intikan. La vérité, et on s'en est rendu compte, et c'est ça qui expliquait la facilité avec laquelle nous avons pu mettre en œuvre notre décision de fermer la ZAR de Tézalit, c'est que ce sont des populations, honnêtement, de la région, qui ne sont pas des Maliens, qui venaient à la fin du mois prendre les vivres et retourner, qui venaient, qui de Tassara, qui de même Konni, de Tintabaraden, d'un peu partout dans la région de Tawa. Nous avons
fait un sondage sur place et nous nous sommes rendus compte que toutes les personnes qui avaient des tentes, le plus souvent désaffectées, des tentes sont construites, mais la présence des personnes n'est pas régulière. J'étais très surpris de ne pas voir beaucoup de personnes à Tézalit ce jour-là. Et on m'a expliqué qu'en vérité, les personnes ne sont pas là. Les tentes sont là, mais elles sont désaffectées. J'ai bien compris. Et sur le champ, j'ai eu mon intuition de fermer cela, parce que j'ai rendu cette visite après la mort de 22, je crois, de nos gardes, à l'époque, qui avaient été attaqués, dans une zone où ils étaient exposés vraiment. Et c'était des impératifs de sécurisation de la zone qui avait commandé que nous les déplacions. Alors la vérité, c'est que même l'hasard d'une Tikane, pour grande qu'elle soit, est essentiellement animée par des populations nigériennes. Parce qu'il faut même interroger le concept de l'hasard, en vérité. Un réfugié, ce qui le caractérise, c'est qu'il ne possède pas de biens. Il se déplace, il sauve sa vie, il trouve refuge et il est assisté. C'est le cas des gens qui sont venus du Nigeria et dont nous sommes en train de parler dans la région de Difa. Mais quand c'est des nomades qui traversent une frontière, est-ce qu'on peut parler de réfugiés vraiment? Même si c'était des Maliens, ils ne sont pas des réfugiés parce qu'un réfugié n'a pas d'activité économique dont il vit. Mais quand il vit de la même activité économique avec les mêmes capacités, je me demande si on doit l'appeler réfugié. On ne peut pas l'appeler réfugié parce que toute la zone de Menaka, en territoire malien, est habitée par des Nigériens et des Maliens, en proportion peut-être, en tout cas s'il s'agit de pasteurs quasi équivalentes. On ne les appelle pas réfugiés, pourtant ils ont traversé la frontière et ils sont sur un autre territoire. C'est pareil pour la zone frontalière du Niger, entre le Mali, du côté de Abala et de Filengue, avec Menaka. C'est encore plus vrai, peut-être, dans une zone qui a une vocation totalement pastorale de Tilia et de Menaka par son flanc est. Les populations nomades vont en traversant la frontière, ça vaut pour la frontière du Bénin, ça vaut pour la frontière du Burkina. Les peuples que vous avez au-delà de la frontière du Burkina, en territoire burkinabé, c'est des Nigériens. Les peuples que vous avez, les pasteurs que vous avez sur le territoire nigérien, du côté de la frontière burkinabé, sont aussi des Burkinabés et des Nigériens. Vraiment, le départ à faire la distinction entre les provenances nationales des communautés pastorales sur les zones de frontières relève, à mon avis, de la gageure. Mais puisqu'on a installé un camp et qu'on a dit que c'est pour les réfugiés maliens, tout le monde est devenu réfugié malien. Et nous avons là une grande infrastructure comme ça, où sont venus s'installer la plupart des parents des jeunes gens qui sont dans le terrorisme, des jeunes Nigériens, je parle des Nigériens, pas de Maliens. Et c'est devenu un grand foyer et une grande plateforme vraiment de l'insécurité. Très souvent, les actes qui ont été posés contre nos forces et qui ont pu être parfois très meurtrières sont le fait des gens qui ont quitté Lazare. Lazare, ça s'étend sur plusieurs kilomètres, puisque c'est des nomades, ils sont avec leurs animaux. Mais c'est davantage des Nigériens que des Maliens, c'est même vraiment des Nigériens. Mais ceux qui profitent de la distribution des vivres, eux, ne sont même pas là. Ils sont ailleurs, à Telemsis, à Tilia, à Tintabaraden, à Tassara, à Tawa, à Koni, un peu partout. À la fin du mois, ils viennent, ils prennent leurs provisions et ils repartent. Puisqu'il en est ainsi, nous avons décidé de fermer cette ZAR.
nous sommes convaincus qu'il n'y a aucun Malien réfugié qui ne vit que de la ration qui lui est donnée à la fin de chaque mois, qui va être privé de sa ration, parce qu'il serait un réfugié au sens propre du terme, et qu'il était installé là, totalement démuni. C'est vrai, il peut y avoir des Nigériens qui sont totalement démunis, en effet, et qui sont pris en charge là. Tout comme il peut y avoir, plus rarement, quelques Maliens qui sont dans cette situation. Mais ça, c'est totalement marginal. Donc, je voulais vous dire qu'en mettant fin à l'hasard, nous avons voulu faire en sorte que les gens se livrent à leurs activités normales. L'effet que cela va produire, c'est que ça va se disperser. Chacun va retourner chez lui, continuer à vivre son pastoralisme comme avant. Maliens comme Nigériens, ils sont sur des sites, des forages, des puits dans la zone et vivent en toute fraternité, sans aucune forme de distinction. Parce qu'en effet, dans ces zones-là, il est toujours difficile de faire la part des choses, de faire le départ entre celui qui est malien, celui qui est nigérien, celui qui est burkinabé, même dans cette région-là, ou celui qui est algérien, et ainsi de suite. Donc, de façon subsidiaire, je voulais un peu vous expliquer les raisons qui ont présidé à notre décision de démanteler cette ZAR, de faire cesser l'assistance humanitaire qui est délivrée dans cette ZAR. Et nous n'entendons pas prendre des réfugiés fictifs, les amener ailleurs. Parce que j'entends dans les médias dire qu'ils vont être dans la zone de Dakoro, à Akadeni. Non. Nous n'avons pas envisagé ça. Si ça puisse se concevoir, cela a procédé de malentendus. Il n'y aura personne qui va être déplacé. S'il y a des besoins de faire des forages dans la zone pour quand les populations se seront un peu éparpillées, nous le ferons dans la mesure de nos capacités, s'il y a lieu de faire des puits, s'il y a lieu de faire des choses de ce genre-là, qui vont profiter à toutes les populations pastorales de la zone, indistinctement de leur provenance. Ça, c'est comme ça se passe dans toutes les frontières pour les populations pastorales. Pour revenir à Difa, nous comptons être dans la région de Difa très bientôt et nous avons donné rendez-vous au gouverneur de Borno, dont la plupart des réfugiés présents à Tawa proviennent de son État, pour qu'avec lui, nous commencions les discussions qui vont mettre au point le programme du retour des Nigérians chez eux. Ce que nous avons constaté, c'est que le gouverneur de Borno, qui est quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très méthodique dans ce qu'il fait, a ramené beaucoup de populations déplacées dans les villages à notre frontière, construit des bâtiments, repris les villages, créer des infrastructures sociales. Alors, si on peut ramener les gens qui sont du côté de Borno vers notre frontière, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas les gens qui sont sur notre territoire pour les ramener là-bas, au Nigeria. Donc, ces personnes doivent pouvoir retourner chez elles. Il est d'accord. Lui, il a repeuplé des villages qui sont dans des zones encore plus dangereuses, du côté du lit de lac Tchad, à l'extrême nord-est de son État. La zone dont sont originaires les personnes qui sont sur le territoire du Niger est plus sûre. Et donc, nous avons un programme dans ce sens-là qui va être mis en œuvre, pour autant, évidemment, que les conditions de leur accueil seront créées au Nigeria. Nous allons être en discussion avec le HCR et le Nigeria, et ce sera à 3 que nous allons prendre ces décisions et les mettre en œuvre.
Voilà donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, le message que j'ai voulu vous délivrer pour vous demander de nous soutenir très fortement. Nous rendons, en mettant en œuvre ce programme, un grand service à des populations qui vivent depuis 5-6 ans dans une situation de grande précarité, constituée notamment par le fait que l'avenir soit bouché pour ces populations. C'est ça qu'il y a de plus difficile dans les conditions des populations qui vivent comme déplacées. Il n'y a aucun horizon, il est totalement bouché, les gens vivent au jour le jour. Or, ce sont des gens qui ont une vie, qui font des enfants, qui ont besoin qu'ils soient pris en charge, qu'un avenir leur soit offert. Et les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui sont des conditions qui ne présagent aucun avenir. Et ça ne saurait durer. C'est pourquoi nous avons décidé de le ramener. Et donc, c'est une opération qui comporte de grands enjeux pour l'avenir de cette région. Nous allons faire en sorte que plus de 200 000 personnes qui vivent là dans des cadres qui ne sont pas appropriés, qui ne leur appartiennent pas, qui ne présagent d'aucune vie pour eux, pour demain, se déplacent pour revenir dans des cadres qui leur sont propres, qui sont ceux de leur vie, qui sont totalement authentiques, où ces personnes-là peuvent vivre normalement comme tous les autres Nigériens. Nous voulons donc que vous nous accompagniez, que vous compreniez les enjeux de cette situation et que vraiment tous nos partenaires soient avec nous à la hauteur de ce défi que nous allons relever et que nous pouvons relever encore plus facilement si nous sommes ensemble. Vous connaissez nos conditions à nous, vous connaissez nos capacités. C'est parce que justement nous n'avons pas tous les moyens de notre politique que nous faisons appel à votre engagement, à votre accompagnement et nous souhaitons vraiment qu'il soit à la hauteur de ce défi qui est le nôtre. Merci beaucoup.